L'histoire des métis pendant la période de l'esclavage est très complexe et souvent méconnue parce qu'elle reflète les contradictions de sociétés esclavagistes qui cherchaient à maintenir une hiérarchie raciale rigide tout en ayant des interactions sociales et sexuelles souvent bien ambiguës entre les différentes communautés. Dans cette vidéo, il fut le rôle des métis et l'appréciation des métis durant la période de l'esclavage, une vue détaillée ainsi que mon avis personnel, ce que je fais très rarement, mais comme je suis issu du métissage, je sais de quoi je parle par rapport à la vision actuelle du monde moderne sur le métissage. En tout cas, ce que moi j'en pense, je ne fais pas une généralité, je ne parle pas pour tout le monde, mais juste par rapport à ma vision et mon ressenti en tant que métis dans la société actuelle. Pour bien commencer cette vidéo, nous allons parler du terme métis et définir le terme métis tout simplement. Quand nous parlons de métis, on fait référence à une personne née d'une union entre deux individus de races différentes. Le terme de race, déjà, c'est quelque chose qui a été institutionnalisé par rapport à la religion durant le 19e siècle. D'accord? C'est comme ça que c'est arrivé le terme de race à proprement dit. En tout cas, même un petit peu avant, c'est arrivé. Mais comme nous savons qu'il existe uniquement une seule espèce humaine et que le concept de race, c'est quelque chose qui a été inventé, il n'y a rien de biologique, il n'y a rien d'historique derrière parce que nous faisons tous partie des Homo sapiens. Donc, le terme de race, il est directement à mettre de côté déjà. Mais pour rappeler, donc le terme métis, il a été employé par rapport à une union de deux individus de races différentes, de couleurs de peau différentes et principalement entre une personne africaine et une autre personne européenne. Et c'était le plus souvent employé pour une personne noire, une femme noire donc qui était esclave et un homme blanc qui était colonisateur, colon, qui était esclavagiste. Cette catégorie de personnes a émergé principalement dans les sociétés esclavagistes d'Amérique ainsi que des Caraïbes où les contacts entre les Européens et les Africains déportés étaient, comme vous l'imaginez, fréquents, mais le plus souvent sous la forme de domination, avec un rapport de domination au niveau des abus sexuels ou de concubinage. Par exemple, dans les colonies esclavagistes françaises, le terme mulâtre, qui est un terme très péjoratif, qui est tout simplement un mélange entre deux animaux d'espèces différentes, et si je me souviens bien, là je n'ai plus vraiment la définition en tête, mais je crois que c'est un âne avec, je ne sais plus si c'est un mulet ou quelque chose, bref. Quoi qu'il en soit, je mettrai peut-être la définition de ce que veut dire mulâtre. Donc, c'est vraiment un terme péjoratif à ne pas employer. Et dans d'autres régions et d'autres colonies européennes, il y avait d'autres termes employés pour l'union et la naissance d'un enfant parmi une personne noire et une personne blanche. Parlons maintenant du statut. Le statut variait considérablement entre une personne noire et une personne dite métisse. Et surtout selon les régions et les époques, pas uniquement pendant la période esclavagiste. Mais en général, ils occupaient une place, on va dire, intermédiaire dans la hiérarchie raciale. On distinguait souvent trois catégories principales dans les sociétés esclavagistes. Première catégorie, les blancs, les colons, les propriétaires d'esclaves. Deuxième catégorie, les noirs, esclaves d'origine africaine. Et troisième catégorie, les métis, souvent, comme je le disais, entre les deux termes social et économique. Dans plusieurs sociétés esclavagistes, les métis avaient un statut spécifique, ni totalement libre, ni totalement réduit à l'esclavage, comme les Noirs. Cependant, leur statut variait en fonction de plusieurs facteurs tels que la reconnaissance paternelle. Si un père européen reconnaissait son enfant métis, il pouvait parfois lui accorder la liberté et un certain niveau d'éducation, voire de propriété, le degré de blancheur. Plus un individu avait une apparence proche des Européens, plus il pouvait prétendre à des privilèges dans certaines sociétés. Dans les colonies françaises, une distinction était faite entre les libres de couleur, entre parenthèses, les métis libres, et les esclaves métis. Et il n'était pas rare que des esclaves métis soient affranchis si leurs parents européens intervenaient. Pour mieux comprendre la condition des métis sous l'esclavage, il est essentiel de se pencher sur les lois qui régissaient leurs droits. Le Code noir, comme j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo, qui a été promulgué en 1685 par le roi Louis XIV avec Colbert, est un texte, pour rappel, fondamental qui régissait la vie
des esclavagistes et des esclaves dans les colonies françaises. Mais il est également un révélateur du traitement des métis. Le Code noir, par exemple, stipulait que les enfants nés de mères esclaves étaient eux-mêmes des esclaves, quelle que soit la race du père. Cela signifie que même si le père était européen, l'enfant né d'une esclave était de facto esclave à moins d'être affranchi. Cependant, les sociétés coloniales, dans leur pratique, permettaient aux enfants métis d'accéder à un statut de liberté sous certaines conditions, particulièrement, comme je vous le disais, si le père intervenait pour l'affranchissement. Les lois sur les mariages mixtes étaient le plus souvent très restrictives. Par exemple, en Louisiane, donc sous domination française, les unions entre personnes noires et personnes blanches étaient sévèrement limitées. Mais il existait des systèmes de concubinage reconnus, comme le plaquage, où des Européens s'engageaient avec des femmes libres de couleur, souvent, même le plus souvent, métis. Dans certaines colonies, les métis libres jouaient un rôle important dans la société. Ils pouvaient, par exemple, devenir propriétaires terriens, commerçants, artisans ou même, dans certains cas, propriétaires d'esclaves eux-mêmes. En Haïti, ex-Saint-Domingue, avant la révolution haïtienne, une élite métisse possédait des terres et des esclaves jouant un rôle actif dans l'économie sucrière de l'époque. Les métis libres formaient une classe intermédiaire dans des villes comme la Nouvelle-Orléans, où ils jouaient un rôle essentiel pour l'artisanat et le commerce. Cependant, cette relative autonomie était perçue comme une menace, vous l'imaginez bien, pour les colons européens, qui introduisirent des mesures discriminatoires contre les métis libres pour restreindre leur influence. Ils furent soumis à des taxes spéciales, des restrictions sur les métiers qu'ils pouvaient exercer et des limitations sur leurs propriétés. Malgré une position privilégiée par rapport aux esclaves noirs africains, les métis étaient souvent confrontés à des discriminations. Ils étaient perçus comme une zone grise entre les deux catégories sociales et ce flou dérangeait l'ordre racial de ces sociétés coloniales. Parlons des lois de couleur de peau. Dans certaines colonies, des lois spécifiques limitaient les droits des métis, qu'il s'agisse d'accéder à l'éducation, d'occuper certaines fonctions ou de se marier. Ces lois visaient à maintenir une stricte séparation entre les blancs et les autres catégories raciales. Une lutte pour l'égalité. Dans certaines colonies, comme je le disais à Saint-Domingue, les métis libres se sont organisés pour lutter contre les discriminations légales et sociales. Leur rôle a été crucial dans les révolutions et les mouvements d'émancipation qui suivirent, notamment pendant la révolution haïtienne qui a duré entre 1791 et 1804. Parlant de la révolution haïtienne, nous allons dire ceci. La révolution haïtienne est souvent un tournant majeur dans l'histoire des métis dans les sociétés esclavagistes. Comme je vous le disais, les métis libres de Saint-Domingue ont été une pièce maîtresse dans cette lutte pour l'indépendance, notamment sous la direction de figures comme André Rigaud et Alexandre Pétion. Au début, ils luttaient principalement pour l'égalité des droits avec les colons blancs, mais au fil de la révolution, leur combat se radicalisa et se fondit avec la lutte des esclaves noirs pour la liberté complète. Maintenant, parlons de l'héritage. Et c'est là que je vais donner mon avis et mon ressenti sur la société actuelle et comment moi je me positionne. Déjà, parlons après l'abolition de l'esclavage. Le statut des métis continua d'évoluer, mais les traces des hiérarchies raciales restèrent bien ancrées. Dans de nombreuses sociétés post-esclavagistes, la question du métis a continué à poser des problèmes d'identité et de statut, que ce soit dans les Amériques, dans la Caraïbe ou ailleurs, même en Europe. Les métis ont souvent cherché à revendiquer leur propre identité tout en luttant contre les stéréotypes et les préjugés raciaux qui leur étaient attachés. Maintenant, si je parle de ma propre expérience, je vous dirais que, pour ceux qui ne le savent pas, ma mère est à moitié bretonne, à moitié du Nord. Elle est blanche, blonde, et mon père est noir du Congo-Brazzaville. Donc pour le coup, je suis 50% blanc, 50% noir. Nous restons l'espèce humaine, donc ça reste toujours la même chose. Nous sommes des Homo sapiens, mais par rapport à la couleur de peau, ma mère est blanche, mon père est noir. Donc pour le coup, je suis directement concerné par cette question de métissage. Quand j'étais petit, je n'avais pas encore cette différence. De toute façon, quand on est petit, on ne fait pas trop attention aux couleurs de peau, on ne fait pas trop attention à l'appréciation qu'ont les gens et la société, leur regard vis-à-vis de nous. En grandissant au fur et à mesure, quand tu passes les étapes de la vie, quand tu vas au collège, au lycée, que tu apprends un petit peu comment ça fonctionne, etc., tu te rends compte de
l'influence qu'ont eu l'esclavage et tout ce qui s'ensuit, tous les idéaux et tous les clichés raciaux qu'il y a eu après l'esclavage et donc pendant l'esclavage, sur les métis. Et je te rends compte qu'il est compliqué de pouvoir trouver sa place dans cette société en tant que métis parce que soit on te dit que tu es trop blanc pour être avec la communauté blanche ou trop noir pour être avec la communauté noire, ou sinon si on ne te le dit pas, on te le fait ressentir. Même si ce n'est pas direct, donc que c'est indirect, toi tu le ressens. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, il faut être métis pour comprendre ça, tout comme je ne peux pas me mettre à la place d'une personne noire de peau, ou tout comme je ne peux pas me mettre à la place d'une personne blanche de peau. Il faut être dans cette condition-là pour comprendre la condition de certaines personnes. Et me concernant, par exemple, je pense que beaucoup de l'environnement joue sur comment tu vas percevoir les choses. Moi, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, entouré de beaucoup de personnes qui étaient noires de peau, ou plutôt foncées de peau, que ce soit des personnes métisses déjà de base, ou tout simplement des personnes noires, comme je le disais, j'ai toujours trouvé ma place, on va dire, alors je me suis mieux intégré et par rapport à mon ressenti, peut-être que ce n'est pas le cas, mais le ressenti que j'ai, c'est que je me sens plus accepté dans la communauté noire que dans la communauté blanche. J'ai beaucoup moins de réticence à être avec une communauté noire qu'avec une communauté blanche. Peut-être que c'est fait, comme je disais, par rapport à l'environnement, ce que j'ai vécu, etc. Mais même par rapport aux idéaux et par rapport aux préjugés que tu vois même dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, on te fait comprendre que même si tu es une personne métisse, je parle dans les médias, mais dans tout ce que l'on voit, tu es quand même mis du côté des noirs. Tu n'es pas mis du côté des blancs. Donc forcément, toi, inconsciemment, tu te mets du côté des noirs. Alors qu'en réalité, je suis autant blanc que noir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'aimerais avoir vos ressentis. S'il y a des personnes métisses comme moi, 50% blanc, 50% noir, dites-moi en commentaire comment vous vous positionnez. Et à votre avis, est-ce que c'est par rapport à l'environnement comme moi ou est-ce qu'il y a autre chose derrière que moi, je n'ai pas encore capté? En tout cas, voilà, moi, je me sens aussi bien maintenant que j'ai 31 ans, que ce soit avec la communauté blanche qu'avec la communauté noire. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de facilité à m'intégrer à travers une communauté noire qu'avec une communauté blanche. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo sur les métis vous a plu. Comment les métis étaient appréciés durant l'esclavage, le post-esclavage. C'était une vidéo... Alors, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue parce que sinon, il y allait avoir beaucoup d'informations. De toute façon, en commentaire, je vous mets le lien de mes références. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un avis et vous-même faire vos propres recherches. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.